Nous allons corriger le QCM numéro 5 concernant l'immunologie. Question numéro 1. La réaction inflammatoire. Avant de commencer à éliminer les propositions, on va noter que la réaction inflammatoire est une réponse immunitaire innée, c'est-à-dire non spécifique. Non spécifique. Donc, à chaque fois qu'on va trouver adaptative, ça veut dire acquise, et donc on va supprimer, par exemple, la proposition A, une réponse adaptative. Proposition C, une réponse adaptative. Donc, la proposition A et C, les propositions A et C ont été supprimées parce que la réaction inflammatoire n'est pas une réponse adaptative, mais innée, c'est-à-dire non spécifique. Pour les propositions B, D et E, on va essayer de voir comment on va éliminer celles qui ne sont pas justes. B, une réponse innée mettant en jeu des macrophages. Effectivement, lors de la réaction inflammatoire, les cellules mises en jeu sont les basophiles, les neutrophiles, les monocytes macrophages et les mastocytes. Et donc, c'est une réponse vraie. Pour la proposition D, une réponse innée mettant en jeu des anticorps. Les anticorps sont des protéines sécrétées par les lymphocytes B. Et les lymphocytes B, bien sûr avec les anticorps, ils font partie de l'immunité spécifique. Et donc, c'est faux. E, une réponse innée mettant en jeu les lymphocytes T. À leur tour, les lymphocytes T sont aussi des cellules mises en jeu lors de la réponse spécifique, c'est-à-dire adaptative. Donc, ça aussi, c'est une proposition fausse. Et donc, question numéro 1, la réponse juste, c'est la proposition B. Question numéro 2. Les enfants qui naissent sans thymus se caractérisent par... On va voir sans thymus, d'abord le rôle du thymus avec celui de la moelle osseuse pour pouvoir bien choisir la proposition exacte. La moelle rouge des os, la moelle osseuse rouge, est un organe périphérique central qui produit des lymphocytes B matures, c'est-à-dire immunocompétents, et des cellules pré-T. Ça veut dire des lymphocytes T immatures. Mais lorsque les pré-T vont rejoindre le thymus, à ce niveau-là, les cellules vont acquérir leur immunocompétence. Ça veut dire on aura des LT8 immunocompétentes et LT4 immunocompétentes. Ça veut dire ce sont des cellules qui vont distinguer le soi du non-soi pour ainsi préserver le soi et déclencher une réponse immunitaire contre le non-soi. Donc les LB matures et LT8 matures vont rejoindre les organes périphériques, les organes lymphoïdes secondaires comme la rate, comme les ganglions lymphatiques pour être stockés en attente d'un antigène qui va les activer. Ganglions lymphatiques, la rate, l'appendice, les amygdales, les végétations. Donc, à deux, ce sont des organes où les lymphocytes B matures et les lymphocytes T8 et T4 immunocompétents vont être stockés en attendant l'antigène qui va les activer. Donc, si par exemple, on examine les propositions en tenant compte de ces informations, l'absence totale d'anticorps spécifiques dans leur corps, étant donné que les anticorps proviennent des lymphocytes B, les lymphocytes B, c'est vrai qu'ils nécessitent l'activation par les lymphocytes T4, mais il existe une petite quantité d'anticorps parce qu'il y a une activation de certains lymphocytes B sans l'intervention des LT4. Et donc, l'absence totale, non. Donc, il peut y avoir des anticorps, mais en quantité très faible parce que les lymphocytes T qui normalement prennent maturation au niveau du thymus, elles ne sont pas immunocompétentes et donc il n'y aura pas d'activation de suffisamment de lymphocytes B. Alors donc c'est une proposition fausse. L'absence des lymphocytes pré-T chez eux.
Donc cette réponse est fausse étant donné que la moelle osseuse est présente. Donc il y aura des lymphocytes prêtés, mais ce sont les LT8 et LT4 matures qui ne seront pas présentes. Et donc l'absence de lymphocytes prêtés, c'est faux. La présence d'une réponse immunitaire spécifique active contre les cellules infectées chez eux. On sait que les cellules infectées sont combattues par les LTC qui sont à l'origine des LT8. Et puisque le thymus est absent, il n'y aura pas de LT8 immunocompétente et donc cette réponse est fausse. La présence d'une réponse immunitaire, au contraire, cette réponse immunitaire sera absente et non présente. Un déficit en lymphocytes B dans leur corps. Les lymphocytes B, normalement, ils prennent naissance au niveau de la moelle osseuse rouge. Et donc, la maturation des lymphocytes B ne se fait pas au niveau du thymus et de ce fait, cette proposition est fausse. Proposition E, la présence des lymphocytes T immatures, effectivement, les prêtés sont des lymphocytes T immatures, étant donné que le thymus est absent, ces cellules prêtées n'auront pas l'occasion d'être matures par la cause de l'absence de thymus. Et donc, c'est une proposition vraie. Et donc, pour la question 2, proposition E est la proposition vraie. Question numéro 3. Une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression externe telle que l'infection, la brûlure, l'allergie, etc. ou interne telle que les cellules cancéreuses. L'immunité innée est la première à intervenir lors de situations variées telles que les atteintes des tissus, l'infection, le cancer. Elle fait intervenir. Alors ici, c'est une immunité innée et en particulier c'est l'inflammation. Au niveau du document, on constate une piqûre, par exemple une piqûre d'une épine qui va faire introduire l'antigène au niveau de la blessure. Dès que l'antigène se présente, il y aura un ensemble de modifications au niveau du tissu. Et donc on va essayer de voir quelles sont les propositions qui seront éliminées en comparant les propositions avec le schéma. Des plasmocytes. Donc, est-ce que cette réaction innée fait intervenir des plasmocytes responsables de la vasodilatation? La vasodilatation est causée par des médiateurs inflammatoires tels que l'histamine, la prostaglandine. L'histamine et la prostaglandine n'est pas sécrétée par les plasmocytes parce que les plasmocytes sécrètent des anticorps. Donc, A est fausse. Des macrophages et des hématies. Alors les macrophages, oui, parce que ici nous avons un monocyte qui va quitter le vaisseau sanguin, mais les globules rouges ne sont pas concernés dans cette réponse. Donc c'est faux. Des lymphocytes B et des médiateurs inflammatoires, oui, dans le schéma il y a des médiateurs inflammatoires ici présents, parce que ça ce sont des mastocytes ici. Mais les lymphocytes B ne sont pas concernés dans cette réponse innée. Et même d'après le document, il n'y a pas de lymphocytes B qui vont intervenir comme sécréteurs de médiateurs inflammatoires. Des lymphocytes T excitant des terminaisons nerveuses. Les terminaisons nerveuses ne sont pas excitées par les lymphocytes T, mais par un médiateur inflammatoire nommé le groupe des kinines. Des mastocytes libérant des médiateurs chimiques, effectivement, dans le schéma, on voit bien des mastocytes, on voit leur sécrétion sous forme de petits points, ce sont les médiateurs inflammatoires tels que l'histamine et la prostaglandine. Donc, la question 3 a pour réponse vraie la proposition E. Question numéro 4. Les facteurs du complément. Je rappelle que le complément, c'est un ensemble de molécules qu'on symbolise C1, C2, C3, etc. Et ce sont des molécules plasmatiques, protéiques, sécrétées par différents organes. Donc, ce sont des molécules protéiques plasmatiques différentes. Oui, on vient de le décrire, on vient de le rappeler, pardon. C1, C2, C3 jusqu'à C30.
c'est un ensemble de molécules différentes et leur mécanisme d'action aussi, il diffère. Ce sont des protéines qui s'activent les unes les autres et certaines sont activées par clivage, certaines sont activées par le complexe immun et certaines sont activées les unes par les autres. Et donc, ce sont des protéines plasmatiques différentes. C'est une réponse juste. On va voir qu'est-ce qu'il y a de faux dans les autres propositions. Proposition B sont des cytokines sécrétées par des lymphocytes. Je rappelle que les cytokines sécrétées par les lymphocytes sont l'interleukine 1, l'interleukine 2, le MAF, c'est-à-dire le macrophage activating factor. Il y a aussi l'interleukine 4, l'interleukine 6, c'est-à-dire les cytokines. Le complément n'est pas du tout des cytokines et ils ne sont pas sécrétés par des lymphocytes. Proposition C n'interviennent pas dans la réponse immunitaire non spécifique. Au contraire, on a montré que le complément, on va essayer de nommer les parties du complément qui sont concernées dans l'immunité non spécifique et particulièrement dans la réaction inflammatoire. Nous avons le C3b qui active la phagocytose en réalisant l'opsonisation de l'antigène sur le phagocyte. Nous avons le C3a et le C5a qui permet le chimiotactisme qui est important dans l'inflammation, chimiotactisme. Et nous avons aussi la voie alterne du complément pour constituer le CAM, c'est-à-dire le complexe d'attaque membranaire. La voie alterne du complément, elle fonctionne de C3b vers C9 d'une manière non spécifique. Elle se termine par la formation du complexe d'attaque membranaire qui permet la lyse de l'antigène par choc osmotique. Donc, le complément, ils disent dans la proposition C, n'intervient pas dans la réponse immunitaire non spécifique. Au contraire, il a 3 mécanismes d'intervention comme réponse non spécifique. Et donc, faux. Donc, la proposition C est fausse. Ils interviennent dans l'amplification de la réponse immunitaire spécifique. On va rappeler que les molécules qui interviennent dans l'amplification de la réponse immunitaire spécifique sont les interleukines sécrétées par les lymphocytes TH, c'est-à-dire les lymphocytes T4 activés. Et donc, le complément n'intervient pas dans l'amplification de la réponse spécifique, c'est faux. Elles sont sécrétées au niveau du foie, de la rate et du thymus. C'est vrai qu'elles sont sécrétées à les molécules du complément, c'est-à-dire les protéines du complément. C'est vrai qu'elles sont sécrétées au niveau du foie, au niveau de la rate, mais pas au niveau du thymus. Elles sont sécrétées au niveau de l'épithélium intestinal. Et donc, en résumé, la question 4 a pour réponse juste la proposition A. Question numéro 5. Quel est le rôle des anticorps dans la réponse immunitaire? Je rappelle que les anticorps sont des protéines appelées immunoglobulines qui sont sécrétées par les lymphocytes B activés au cours de la réponse immunitaire spécifique, humorale. Ils détruisent directement les antigènes pathogènes, ils détruisent directement les agents pathogènes, pas du tout. L'anticorps, en se fixant sur l'antigène, il constitue le complexe immun. C'est juste une neutralisation de l'antigène. Donc, c'est pas une destruction de l'antigène. Il stimule la prolifération des cellules immunitaires. Ce qui stimule la prolifération des cellules immunitaires, ce sont les cytokines et non pas les anticorps. Ils identifient les agents pathogènes pour les marquer en vue d'une destruction ultérieure. Ça, c'est une proposition plus vraie parce qu'effectivement, l'anticorps de type immunoglobuline G va se fixer d'une manière spécifique sur l'antigène qui a activé sa sécrétion. Ça va constituer le complexe immun. Donc, c'est ce qu'on veut dire par il est reconnu par donc l'anticorps reconnaît l'antigène. Et après, l'anticorps, il va
se fixer grâce à sa partie constante sur le macrophage, c'est-à-dire sur les phagocytes. Donc, il va activer la phagocytose. D'autre part, l'anticorps, il a un site au niveau de la partie constante spécifique du facteur du complément C1. Donc, une fois le complexe immun est formé, c'est-à-dire anticorps-antigène, il y aura fixation de C1 sur son site et les autres éléments du complément vont aussi être activés jusqu'à C9. Et donc, ça va former le complexe d'attaque membranaire, d'où la destruction de l'antigène par lyse, par choc osmotique. Et donc, la phrase C est vraie. Il transporte des antigènes vers les tissus lymphoïdes. Ce n'est pas le rôle des anticorps. Ils ne transportent pas. Ce qui peut transporter l'antigène vers les tissus lymphoïdes, c'est les macrophages. Par exemple, lorsque le phagocyte va trouver un antigène au niveau d'un tissu, il peut le transporter à travers la circulation lymphatique vers le plus proche des ganglions ou vers un organe lymphoïde secondaire. Il constitue un complexe immun avec un antigène quelconque. Alors, il constitue un complexe immun, oui, mais avec un antigène spécifique et pas quelconque. Et donc, la réponse E, je veux dire la proposition E, est fausse. Donc, récapitulons, la question numéro 5 a pour proposition juste la proposition C. Les lymphocytes T. Question numéro 6, pardon. Les lymphocytes T, cytotoxiques, détruisent les cellules cibles par. Je vais rappeler, les lymphocytes TC, ce sont à l'origine des T8. Ça veut dire les T8 activés vont, grâce à l'interleukine 2, se différencier en TC. Une TC a un déterminant CD8 pour reconnaître le CMH1 de la cellule infectée et un récepteur TCR pour reconnaître le peptide de l'antigène d'une manière spécifique. Donc voici le TCR, il ressemble à un anticorps. Donc comment se fait cette reconnaissance? Cellule infectée, elle présente le peptide au niveau du CMH1, voici le peptide, et voici le CMH1. Voici la chaîne alpha, bêta 2M. Donc, que va-t-il se passer entre TC d'une part et la cellule infectée d'autre part? D'abord, le déterminant CD8 de TC va reconnaître le CMH1. Ensuite, le TCR va reconnaître le peptide de l'antigène. Cette double reconnaissance va faire que le TC, le lymphocyte T cytotoxique, va sécréter la perforine et le granzyme. La perforine, une fois sécrétée, elle est déjà fabriquée à l'intérieur du TC, dans des vésicules. Donc, une fois libérée, elle va polymériser sous forme d'un canal. On ne l'appelle pas le CAM. C'est un canal, canal de la perforine. Ça permet l'entrée du granzyme pour détruire l'ADN. Donc, l'ADN sera détruit. Que ce soit celui de la cellule ou celui de l'antigène qui l'a infecté. Et ensuite, il y aura l'entrée massive de sels minéraux suivis de l'eau et donc le choc osmotique de la cellule, destruction de la cellule cible. Et donc, si on examine les propositions, donc les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules cibles par protéines du complément, non. Les compléments, ce sont des protéines plasmatiques, ce ne sont pas les cellules TC. Le contact direct et sécrétion de perforine et granzyme, donc c'est la proposition vraie. Phagocytose, non, c'est le rôle des phagocytes, c'est-à-dire des neutrophiles et des monocytes macrophages. Sécrétion d'anticorps libres, c'est le rôle des lymphocytes B. L'intermédiaire de l'histamine, non, c'est l'histamine, c'est un médiateur inflammatoire qui n'a pas de rôle, qui n'est pas sécrété par les lymphocytes cytotoxiques. D'accord? Donc, le lymphocyte T ne va pas détruire la cellule cible par l'histamine. Donc, c'est faux. Donc, la réponse de la question 6, c'est la proposition B. Les allergies.
Alors, on va voir les allergies. Ce sont des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc, c'est là où le système immunitaire va fonctionner d'une manière anormale. On va voir comment on va éliminer les propositions et garder une seule. Alors, proposition A sont des réactions immunitaires provoquées par des bactéries. Non, pas forcément. Donc, les bactéries, normalement, ce sont des antigènes qui provoquent une réponse immunitaire inflammatoire, ensuite acquise, c'est-à-dire adaptative, c'est-à-dire spécifique. Donc, les allergies ne sont pas provoquées par les bactéries. Sont des maladies contagieuses du système immunitaire? Non, pas du tout. Sont des déficits immunitaires qui ne peuvent être identifiés par des tests cutanés. Au contraire, on peut déceler une allergie grâce à des tests cutanés. Ici, il y a la négation, donc c'est faux. Sont des déficits immunitaires provoqués le plus souvent par des antibiotiques? Non, les antibiotiques ne sont pas le plus souvent des allergènes. Constituent un dysfonctionnement immunitaire marqué par un excès de sécrétion d'IgE. Effectivement, un malade d'allergie, c'est-à-dire un individu qui a l'allergie, normalement quand l'allergène va pénétrer pour la première fois dans l'organisme, il va provoquer, au lieu de la sécrétion d'IgG, il y aura sécrétion d'IgE. Normalement, chez les personnes normales, le taux d'IgE ne doit pas dépasser 1%. Donc, chez les gens allergiques, ils ont une concentration d'IgE qui dépasse 1%. Et donc, quand les IgE sont sécrétés, ils vont aller se fixer sur les mastocytes. Parce que leur partie constante se fixe sur les mastocytes. Une fois fixé sur les mastocytes, on ne va rien ressentir, c'est la phase de sensibilisation. Voici le mastocyte, il est prêt à libérer son histamine, mais il faut, voilà, c'est le premier contact de l'allergène. Le deuxième contact de l'allergène, ça va donner ce qu'on appelle la réponse immédiate. Ça veut dire, l'allergène va être, par exemple, il va entrer dans l'organisme, il va trouver des mastocytes sensibilisés, c'est-à-dire sur lesquels il y a les IgE sur la membrane. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer sous forme d'un pont entre deux anticorps IgE successifs, par exemple comme ça. L'allergène va se fixer entre deux anticorps, par exemple comme ceci. Donc il y aura une partie de l'allergène fixée sur le premier anticorps et une deuxième partie de l'allergène fixée sur le deuxième anticorps. Bien sûr, ça va se répartir sur la surface du mastocyte et ça va donner la dégranulation, c'est-à-dire les vésicules qui sont remplies d'histamine vont se vider à l'extérieur et donc libération d'histamine. Bien sûr, il y a aussi la prostaglandine, mais c'est l'histamine qui va causer les symptômes de l'allergie. Donc l'histamine va être sécrétée d'une manière considérable. Ça va donner les symptômes selon l'endroit où elle est sécrétée. Par exemple, au niveau de la peau, ça va donner l'eczéma allergique. Donc l'eczéma, c'est-à-dire on aura une peau rouge avec la sensation de démangeaison, c'est-à-dire on a envie de gratter la peau, tellement il y a beaucoup d'histamine. Donc c'est au niveau de la peau l'eczéma allergique. Au niveau des bronches, c'est l'asthme, c'est-à-dire une gêne respiratoire parce que l'histamine contracte les muscles lisses, donc on aura une crise d'asthme. Et si l'histamine est sécrétée dans le sang, ça veut dire le choc anaphylactique, c'est-à-dire la mort subite. Le choc anaphylactique. Donc, les trois grandes catégories d'allergies. Ça dépend de l'endroit où l'histamine est sécrétée. C'est juste un petit rappel pour les allergies. Et donc, ils sont causés à l'origine par un excès de sécrétion d'IgE au lieu des IgG. Et donc, si je récapitule, la réponse de la question 7 est la proposition E.
Question numéro 8. Une immunité à long terme est mise en place lors. Alors ici, c'est presque une comparaison entre l'administration d'un vaccin, c'est-à-dire l'administration d'un antigène affaibli, et la sérothérapie. Bien sûr, celle qui est plus longue, c'est-à-dire qui constitue une immunité à long terme, c'est la vaccination, parce que la sérothérapie, quand elle est appliquée, quand on subit une sérothérapie, ça ne dépasse pas 3 semaines d'efficacité. Les anticorps vont être disponibles et efficaces pendant 3 semaines, après lesquelles ils sont éliminés. Et donc, si on envisage la comparaison des propositions, administration du vaccin contre la varicelle, entre autres. Donc, si on fait un vaccin, on est sûr qu'on a une immunité à long terme. C'est une proposition vraie. Passage des anticorps de la mère du nourrisson lors de l'allaitement. Si la mère a des anticorps qui passent vers le nourrisson, ce n'est pas une immunité à long terme. Ça va rester quelques semaines et il se renouvelle de la part de la mère. Donc c'est faux. C'est faux. Passage des anticorps maternels au fœtus lors du développement, c'est-à-dire pendant la grossesse, c'est également faux. Administration d'un sérum qui contient des immunoglobulines contre la rage. Ça, c'est la sérothérapie. Comme j'ai dit tout à l'heure, la sérothérapie, c'est vrai qu'on va utiliser des anticorps, mais les anticorps ont une durée restreinte, une durée réduite qui ne dépasse pas 3 semaines. Et donc, la sérothérapie n'est pas une immunité à long terme. Administration d'antibiotiques. Les antibiotiques ne vont pas constituer une immunité ni à long terme ni à court terme. Parce que l'antibiotique, c'est juste un moyen de stopper la multiplication des bactéries ou quelquefois l'antibiotique peut tuer une bactérie. Donc, la proposition vraie pour la question 8 est la proposition A. Question numéro 9, à propos des groupes sanguins. Alors, je vais juste rappeler comment se fait la détermination d'un groupe sanguin. Les agglutinogènes des hématies constituent un marqueur mineur du soi. Donc, nous avons le marqueur majeur du soi, c'est le CMH, pour les cellules nucléées. Et les cellules anucléées, comme les hématies, possèdent un marqueur mineur. Alors, l'hématie, normalement, il y a des hématies qui portent l'agglutinogène A, c'est le groupe A, et ils ont l'agglutinine anti-B. Donc, هذا A وهذا anti-B. Anti-B. Pour le groupe B, les hématies portent l'agglutinogène B et ils ont au niveau du plasma l'agglutinine anti-A. Pour les hématies du groupe AB, ils ont les deux types d'agglutinogènes. Elles ont les deux types d'agglutinogènes, A et B à la fois. Ils n'ont pas d'agglutinine. Et enfin, les hématies du groupe O, elles n'ont aucun agglutinogène, mais ils ont les deux types d'agglutinine, anti-A et anti-B. Quand on veut faire une transfusion, il faut prendre en considération les hématies du donneur et le sérum du receveur, c'est-à-dire les agglutinines. Donc, de cette manière, avec ce petit résumé, ce petit rappel, on va pouvoir répondre aux questions du QCM. On remarque que l'individu 1, quand on a mélangé son sang avec le sérum anti-A, il y a eu agglutination. Donc ça prouve l'existence de l'agglutinogène A. Et puisqu'il n'y a pas eu d'agglutination avec l'anti-B, ça veut dire qu'il n'y a pas d'agglutinogène B. Donc l'individu 1 est de groupe A. Donc il a l'agglutinine anti-B. L'individu 2, il a eu une agglutination avec anti-A, ça veut dire qu'il a l'agglutinogène A. Il a également eu une agglutination avec anti-B, donc il a aussi l'agglutinogène B. Donc l'individu 2, il est de groupe AB. L'individu 3, il a donné une agglutination seulement avec l'anti-B, donc il est de groupe B. L'individu 4 n'a pas d'agglutination ni avec l'anti-A, donc il n'a pas l'agglutinogène A,
ni l'agglutinogène B. Donc, c'est un individu de groupe O. Et donc, étant donné qu'on a établi et déterminé les groupes sanguins des individus, on va pouvoir choisir maintenant les propositions. L'individu 1 est de groupe B. Non, on vient de montrer qu'il est du groupe A. L'individu 2 et 3, les individus 2 et 3 ne possèdent pas d'agglutinogène B. Si je vais vers l'individu 2, il a l'agglutinogène B. Et l'individu 3 également, il a l'agglutinogène B. Et donc, c'est une réponse fausse, c'est une proposition fausse. C, l'individu 4, possède les deux types d'agglutinogènes A et B. L'individu 4 ne possède aucun agglutinogène parce qu'il est de groupe O, il n'a pas fait d'agglutination avec aucun sérum. Et donc, il ne possède pas les deux types d'agglutinogènes. L'individu 2 est de groupe AB. Effectivement, l'individu 2, il est de groupe AB. Donc, elle dit, elle est vraie. L'individu 3 peut recevoir du sang de l'individu 2. Alors, on va envisager cette transfusion. 3. Je vais voir les agglutinines de l'individu 3. Alors, puisqu'il est du groupe B, c'est qu'il a, donc il est du groupe B, il a l'anti-A. Et si l'individu 2 lui donne des hématies, il a l'agglutinogène A. Donc, les hématies qui contiennent l'agglutinogène A et l'agglutinogène B vont être agglutinées au niveau de l'agglutinogène A. Et donc, c'est une transfusion qui n'est pas compatible. Donc, récapitulons, la question numéro 9 a pour proposition juste la proposition D. Question numéro 10. La réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire adaptative, se déroule en 3 étapes. Alors, c'est pas la peine de discuter les propositions. Il n'y a qu'une proposition vraie. D'abord, la phase d'induction, l'IFEHA, la reconnaissance double et l'activation. Donc, c'est la phase d'induction. Ensuite, la phase d'amplification lorsque les lymphocytes T4 prolifèrent et se différencient. Donc, prolifération et différenciation de T4. Ensuite, prolifération et différenciation d'une part des LT8 et d'autre part des LB. Donc, l'amplification, elle est caractérisée par prolifération et différenciation. Et enfin, la phase effectrice, ça dépend de la réponse adaptative. Si la réponse adaptative est cellulaire, ce sont les TC qui vont détruire les cellules infectées par perforine et granzyme, la phase effectrice. Et si la réponse est humorale, ce sont les LB qui vont sécréter des anticorps qu'on appelle les IgG, et les IgG vont s'associer à l'antigène pour constituer le complexe immun. C'est la phase effectrice. D'accord? Bien sûr, on connaît le devenir du complexe immun. Il active la phagocytose, il active la voie classique du complément. Donc, la réponse vraie, c'est la réponse B. Proposition B. Maintenant, question numéro 11. Le schéma ci-joint résume le rôle des organes intervenants dans la formation et la maturation des lymphocytes. Parmi les propositions suivantes, déterminez la réponse juste. On va répondre d'après le document. Les lymphocytes B et T subissent leur maturation au niveau de la moelle osseuse rouge. D'après le document, les lymphocytes B, oui, ils se forment et ils sont matures au niveau de la moelle osseuse, mais les lymphocytes T subissent seulement la formation au niveau de la moelle osseuse. Leur maturation se fait au niveau du thymus. Donc, cette proposition est vraie pour les LB, mais pas pour les lymphocytes T. Et donc, la proposition A est fausse. Après leur formation, les lymphocytes pré-T migrent de la moelle osseuse vers le thymus où elles acquièrent leur immunocompétence. Ça, c'est une phrase parfaitement vraie. Donc, on observe d'après le document, les lymphocytes T sortent de la moelle osseuse sous forme de pré-T, c'est-à-dire des lymphocytes immatures. Ils vont migrer vers le thymus pour acquérir leur maturation, c'est-à-dire leur immunocompétence. Et donc,
B est une proposition vraie. Les ganglions lymphatiques jouent un rôle dans la formation des lymphocytes B et T. Du tout. Les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes périphériques. Ils stockent les lymphocytes, ne les forment pas. Les organes qui forment les lymphocytes sont la moelle osseuse et le thymus, c'est-à-dire les organes centraux, les organes lymphoïdes centraux. Les lymphocytes B migrent de la moelle osseuse vers le thymus pour achever leur maturation. Non, les lymphocytes B ne migrent pas vers le thymus. Ils sont déjà immunocompétents dès leur sortie de la moelle osseuse. Ils vont migrer vers les organes lymphoïdes périphériques pour être stockés. Seul le thymus forme les lymphocytes pré-T et leur confère leur immunocompétence. Non, ce n'est pas le thymus qui forme les pré-T, c'est la moelle osseuse. Mais le thymus, il confère l'immunocompétence, les lymphocytes T. Et donc, la proposition que nous allons garder pour cette réponse, c'est la proposition, pour cette question, pardon, c'est la proposition B. Le document suivant fait référence à la réaction immunitaire. La réponse aux questions 12 et 13 nécessite l'étude de ce document. Donc, commençons par la question 12. La production d'anticorps par l'organisme. Donc, nous avons ici dans le graphe, nous avons première injection de l'antigène A, premier contact. Il va donner une réponse primaire, moins ample, et une réponse secondaire plus ample et plus rapide. Bien sûr, quand on fait le contact avec le deuxième antigène B, la réponse primaire, elle est petite, et bien sûr, si on attend la réponse secondaire, elle sera plus grande. Donc, pour chaque antigène, il y a une réponse primaire et une réponse secondaire. Maintenant, on va voir les propositions. La production d'anticorps par l'organisme est plus importante lors de la réponse secondaire. Ça se voit bien, la réponse secondaire a une amplitude plus importante que la réponse primaire. Voyons les autres propositions. Est moins importante lors de la réponse secondaire, bien sûr c'est le contraire, donc elle est fausse. A lieu uniquement lors de la réponse primaire, non. Donc nous avons une réponse primaire où il y a synthèse d'anticorps et une réponse secondaire où il y a une synthèse d'anticorps d'une manière plus importante. Et donc, c'est faux. A lieu uniquement lors de la réponse secondaire, c'est faux. C'est-à-dire les deux réponses sont caractérisées par la synthèse des anticorps. Débute à partir de 20 jours après le premier contact de l'antigène. Si on se réfère au document, nous avons le début de la réponse, il est avant 10 jours. Et dans la proposition, ils disent à partir de 20 jours. Donc c'est à partir de 8 jours à peu près que commence le premier, le début de la réponse primaire. Et donc, récapitulons, pour la question numéro 12, c'est la proposition A qui est vraie. Question numéro 13. La réaction immunitaire, le déclenchement de la réponse immunitaire fait intervenir. Contact avec l'anticorps, non. Contact avec l'antigène A, on l'a vu dans le graphe. Contact avec l'anticorps B. Contact avec l'anticorps A et l'antigène, donc anticorps, contact avec l'antigène B, le déclenchement se fait avec l'antigène A au début, mais si on injecte l'antigène B après un moment, lui aussi on aura une autre réponse immunitaire, mais qui ne se fait pas au début, c'est-à-dire il va venir après. Et donc la proposition qui va être gardée, c'est la proposition B. Chez un malade, des lymphocytes cytotoxiques TC sont prélevés et mis en culture avec des cellules infectées par un virus. L'image ci-contre est alors observée. Alors on observe le lymphocyte T, TC ici, en bas, TC. Et bien sûr, ici c'est la cellule cible. Le contact ici, entre les deux cellules, c'est ce qui visualise ce qu'on appelle la double reconnaissance. On l'a précisé tout à l'heure. TC va reconnaître le CMH1 de la cellule cible grâce au CD4.
CD8, je veux dire, et TC va reconnaître le peptide de la cellule infectée grâce à son récepteur TCR. Cette double reconnaissance va permettre à la cellule cytotoxique TC la synthèse, pas la synthèse, mais la libération de perforines et de granzymes qui vont provoquer le choc osmotique de la cellule cible. Donc on dit ici dans les propositions, formant le complexe immense, ça ce n'est pas le rôle des TC mais les anticorps. En attirant les plasmocytes, non, c'est faux. En libérant des molécules, oui, effectivement, perforines plus granzymes. En les phagocytant, non, c'est le rôle des phagocytes. En formant le CAM, ça c'est le rôle du complément. Et donc, pour récapituler, la question numéro 14 a pour proposition vraie la proposition